Je n'ai pas constaté de mauvaise foi de la part de qui que ce soit, mais j'ai remarqué des problèmes de communication sérieux et une certaine incompréhension du rôle que chacun joue ou devrait jouer dans la lutte contre l'ingérence étrangère. Le juge Marie-Josée Hogg, au dépôt de son premier rapport sur l'ingérence étrangère, c'était vendredi. Il en ressort qu'il y a eu ingérence étrangère, mais sans impact sur les 2 dernières élections. Elle souligne par contre, et vous l'avez entendu, les problèmes de communication entre les agences, les partis politiques, l'impact que ça a pu avoir. Où est-ce que tout cela nous amène, ce premier rapport? Alex, Chantal, Michel, bonjour. 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 Michel, je commence avec vous. Où est-ce que ça nous amène? En fait, bon, c'est le premier rapport, il y en a un autre qui s'en vient. Où est-ce que ça nous place? Puis est-ce que ça place le gouvernement dans l'embarras, d'après vous, tout ça? Réglons le cas du gouvernement. Ça confirme ce que M. Trudeau et les autres membres du gouvernement ont dit sur cette question-là. Donc, il ne devra pas avoir trop d'embarras pour le gouvernement. Par contre, ça dit, oui, il y a de l'ingérence étrangère dans les élections. Elle vient surtout de la Chine. Et il y a des exemples. Alors, moi, j'aime pas la logique qui dit « Ah oui, mais ça n'aurait pas changé le résultat de l'élection. » S'il y a de l'ingérence, il y a de l'ingérence, puis un jour, ça changera le résultat de l'élection, peut-être. Alors, j'espère que dans le rapport final, on sera beaucoup plus préventif à cet effet-là, parce que si on dit, bon, il n'y a pas eu de raison de croire qu'un comté a changé de main ou que le gouvernement a changé de main, c'est pas suffisant. Il faut dire qu'est-ce qu'on fait pour plus qu'il y ait d'ingérence. Oui, elle dit qu'elle n'a pas de garantie, dans le fond, parce que le vote étant secret, elle ne peut pas aller contre-vérifier l'impact dans les circonscriptions en tant que tel. Chantal, impact sur le gouvernement Trudeau ici? L'extrait que vous avez passé est une grande déception pour l'opposition officielle et les critiques du gouvernement parce que là, c'est la commissaire, ce n'est plus David Johnston, c'est encore quelqu'un d'autre qui dit « Je n'ai pas détecté de mauvaise foi de la part de qui que ce soit », ce qui détruit un peu le narratif de Justin Trudeau, il le savait, et il s'est assis là-dessus, il n'a pas communiqué les renseignements parce que ça jouait en faveur du Parti libéral. Comme Michel, je fais une distinction entre ne pas changer le résultat d'une campagne électorale et le fait que dans certaines circonscriptions, il s'est vraisemblablement passé des choses qui détournent du droit chemin du processus électoral. Et d'autre part, on l'a entendu pendant les audiences, les partis politiques ont un examen de conscience à faire sur la façon dont ils choisissent leurs candidats, sur les règles des assemblées d'investiture, à la limite sur les règles qui régissent leur course au leadership au suffrage universel des membres. Qui peut être membre? Dans quelles conditions? Parce qu'en gros, ce qui a été démonté, c'est une mécanique qui consiste non pas à changer nécessairement le résultat des élections, mais à insérer dans le système le plus de gens possible favorables au point de vue d'un régime donné qui, éventuellement, va vouloir jouer de ces influences-là. Finalement, il y a le SCRS, la remarque sur les conclusions du SCRS. Le SCRS, comprend-on, trouve les renseignements, mais les communique de façon tellement inoffensive et générale que les gens à qui les renseignements sont communiqués en sortent avec aucun sentiment d'urgence. Ouais. Parce qu'on veut garder beaucoup de choses secrètes, on ne veut pas éventer telle mèche et telle mèche, mais quelque part, on ne peut pas faire des fuites parce qu'on pense que le gouvernement nous prend pas au sérieux quand on ne leur présente pas les faits sérieusement. Ouais. Alors, bon, c'est ça. Trop la culture du secret. On en a parlé dans le passé, il y a un examen de conscience à faire. L'impact politique, Alec. L'impact politique, je suis d'accord avec mes collègues, va être assez limité, à moins que le rapport final nous surprenne. Là, mais pour ce rapport intérimaire, je pense pas que les partis d'opposition peuvent faire énormément de chemin là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être corrigées rapidement. Justement, on vient de parler de la transmission d'informations, la manière dont les services de renseignement fonctionnent. Ce qui est intéressant aussi dans ce premier rapport-là, puis on verra si elle creuse cette question-là dans le deuxième, mais quand elle parle d'une ingérence étrangère répandue, insidieuse, nuisible au processus électoral, le insidieuse, c'est beaucoup les diasporas présentes au Canada, hein? Diaspora chinoise, diaspora indienne, d'origine sikh ou non. Et la pression qui est mise sur ces ressortissants-là, de toutes sortes de manières, avec de la désinformation sur les réseaux sociaux, parfois de manière très directe, avec des paiements en argent pour aller voter dans une course à l'investiture.
Et ces diasporas-là sont pas toujours, en fait, même rarement, très, très collaboratives. On met de la pression sur eux parce qu'on a des leviers de pression avec des familles, par exemple, restées à Hong Kong ou en Chine ou ailleurs ou en Inde. Et eux n'ont pas beaucoup de voix au chapitre. Hein? Ils sont dans un nouveau pays, n'ont pas nécessairement beaucoup de réseaux. Est-ce qu'ils font confiance aux autorités canadiennes? Bien, pas tout le temps. Et donc, tout ça, la manière dont travaillent les pays pour influencer la politique étrangère canadienne, c'est intéressant de voir comment elle se décortique, comment elle se déconstruit, pour qu'on puisse prendre des mesures éventuellement pour protéger ces citoyens résidents canadiens-là d'une pression étrangère. C'est pas directement vers les élus, souvent, que ces pays-là se tournent. C'est vers des résidents ici, qui, eux, ensuite, mettent de la pression. Et ça, je trouve que c'est un aspect peut-être un peu négligé, mais intéressant du rapport de la juge Hogg. Ouais. Et il y aura peut-être davantage de détails, parce que là, c'est le rapport préliminaire. Hein? Il y a encore du travail à faire. Il y a d'autres audiences qui auront lieu cet automne, puis il y a un rapport final qui est entendu à la fin de l'année. Je vous amène sur le terrain politique très directement. M. Poilievre, cette semaine, qui a prononcé un discours devant l'Association des chefs de police du Canada. Il l'avait dit durant la course au leadership qui était ouvert à l'idée d'utiliser la disposition de dérogation, mais là, il l'a évoqué assez clairement devant ces gens-là en disant « Si ça ne marche pas, faire adopter mes réformes du Code criminel parce que la Cour suprême les a invalidées dans le passé, je vais utiliser les outils à ma disposition pour y arriver. » Chantal, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Que M. Poilievre, clairement a l'intention de ressusciter les politiques de loi et ordre du gouvernement Harper dont il a fait partie et qui ont été déboutées en Cour suprême parce qu'inconstitutionnelles, mais qui auraient pu être maintenues avec l'utilisation de la clause dérogatoire, celle qu'on appelait jusqu'à récemment nonobstant. Mais qu'en même temps, et je ne sais pas s'il a calculé la porte qu'il venait d'ouvrir, parce que maintenant, le Parti conservateur ne veut pas dire s'il utiliserait la même disposition pour d'autres sujets que la loi et l'ordre, ce qui est déjà assez grave, là, de suspendre les libertés civiles pour qui que ce soit. Mais et ça ouvre la porte, et il est là le piège. Si on ne dit pas qu'on ne s'en servirait pas pour d'autres choses, ça accrédite toute la thèse que les libéraux, le NPD, vont pousser, entre autres, sur le droit à l'avortement et le fait qu'on pourrait s'en servir pour baliser, limiter, interdire l'accès à l'avortement. Mais si on dit « je m'en servirai jamais pour d'autres choses », ça va mettre à dos du Parti conservateur la forte représentation de la droite religieuse au sein de son caucus et au sein du parti. Alors, des fois, on ouvre une porte en pensant que ça va être payant, puis on n'a pas toujours regardé ce qu'il y avait derrière la porte. Michel, je vous ai vu hocher de la tête. D'ailleurs, au passage, Pablo Rodriguez, dans les heures qui ont suivi la déclaration de M. Poilievre, là, franchi cette porte-là avec le droit à l'avortement, les questions sociales. Est-ce que ça devient est-ce que ça peut devenir une arme qu'utiliseront les libéraux contre les conservateurs, Michel? C'est à peu près certain qu'ils vont le faire. Écoutez, ils dénoncent l'utilisation de la clause dérogatoire, de la clause de dérogation par le gouvernement du Québec, et ils sont prêts à aller en cours là-dessus. J'imagine que quelque part, ils vont le faire pour si on l'utilise pour le code criminel, et à plus forte raison si on l'utilisait pour l'avortement, bien que j'ai l'impression que ça c'est plus hypothétique comme possibilité que le code criminel. Mais déjà pour le code criminel, c'est important. Il y a des jugements de la Cour qui date de l'époque Harper. Et on verra, ça va être la première fois que c'est utilisé, si c'est utilisé au niveau fédéral, et on verra quelle va être la réaction des électeurs puis des partis d'opposition. Ça peut faire de grands débats et ça peut être compliqué pour un gouvernement de gérer ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit sur la façon dont M. Poilievre veut faire de la politique? Parce que Chantal a raison. Ces politiques-là, M. Harper les avait adoptées, puis ça a tout été, ou à peu près, en vaste majorité, débouté par la Cour suprême. Qu'est-ce que ça dit d'un chef conservateur qui dit « ben moi, je vais faire fi de tout ça, puis je vais aller de l'avant ». Bon, d'abord, c'est le retour du pilier de la loi et l'ordre. C'était un pilier conservateur historique. Stephen Harper l'avait utilisé. On l'avait peut-être moins entendu Pierre Poilievre jusqu'à présent en parler parce que, mettons que prêcher la loi et l'ordre quand on va porter des beignes à des camionneurs qui sont en train de monopoliser un centre-ville d'Ottawa, mettons que c'était pas très loi et l'ordre Pierre Poilievre à l'époque. Mais là, on oublie tranquillement cet épisode. Alors, c'est plus facile de revenir sur la loi et l'ordre. Et ça nous dit aussi que, contrairement à ce que vous avez dit, Daniel, vous avez dit « Ah, c'était assez clair que... » C'était pas si clair que ça, lundi, devant l'Association des policiers. Il a dit « Vous savez ce que je peux faire? » en voulant dire « Vous savez ce que je pourrais utiliser comme outil? »
S'il avait voulu aller dans un discours, j'utiliserai la disposition... Ah, il aurait pu le dire, mais il savait les manchettes qui allaient suivre aussi avec ça. Le fait que ça passe un peu inaperçu et que des journalistes très attentifs, comme nous tous qui suivons la politique, décodions qui faisaient référence à ça, c'est une chose, mais que le grand public soit au courant, c'est une autre chose. Et moi, ce que ça me dit, c'est il n'est pas encore tout à fait en terrain solide. Lui ne se juge pas, en tout cas pour l'instant, peut-être que ça va changer, assez confiant dans cette stratégie-là pour faire des manchettes disant « J'utiliserai la disposition de dérogation en matière de loi et l'ordre, je supprimerai le droit de certains citoyens dans les causes criminelles. » C'était un public conquis à qui il a télégraphié certaines idées, mais c'était pas aussi clair. Alors, est-ce qu'il va vraiment mettre la pédale à fond, jouer cette carte-là plus tard en campagne électorale, ou s'il testait certaines choses? Moi dans ma tête, la stratégie conservatrice cette semaine n'était pas aussi claire. OK. Alors, Chantal, oui, je vous ai fait réagir. Ouais. Ben, oubliez pas qu'il allait parler à ses policiers après l'épisode du détour sur l'autoroute pour aller parler à des gens qui occupaient un espace de terrain pour protester contre la taxe carbone. Donc, c'était une façon de dire, mais non, je ne pactise pas avec tout le monde qui fait un peu n'importe quoi. Cela dit, il faut comparer Pierre Poilievre à Stephen Harper, pas à Justin Trudeau, sur une série de questions. Stephen Harper, du début à la fin de sa première course au leadership jusqu'à toutes ses campagnes électorales, a toujours dit explicitement que son gouvernement ne légiférerait jamais sur le droit à l'avortement. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est pas nécessaire d'utiliser la clause de dérogation pour légiférer sur l'avortement. Et il suffit de représenter un projet de loi qui restreint ce droit. Il n'y a rien qui dit que la Cour suprême s'objecterait. La loi de l'époque que Kim Campbell avait présentée, il n'y a personne qui a fait la preuve qu'elle aurait été inconstitutionnelle. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est si M. Poilievre veut utiliser la clause dérogatoire sur des projets de loi et l'ordre, il va aussi devoir convaincre pas seulement l'opposition, mais le Sénat canadien qu'il ne contrôlera pas à l'origine. Ouais. Donc, c'est pas simple. C'est pas comme à Québec où François Legault est majoritaire, il décide de s'en servir. À Ottawa, majoritaire, Pierre Poilievre s'en sert, mais après, il faut que ça passe aussi au Sénat. Non. On verra le test parce qu'effectivement, c'était pas le mot, mais il n'y a pas d'autres outils pour M. Poilievre pour permettre de rendre ses lois. Et il ne l'a pas démenti. Alors, suite des choses, on verra ce que ça va donner dans l'avenir. Je vous amène ailleurs. Là, on se passe à Québec. Michel, je vais aller vous voir. Écoutons d'abord Gabriel Nadeau-Dubois. J'ai le devoir d'être transparent dans un contexte où mon parti traverse des moments difficiles sur c'est quoi ma vision. Je pense que Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement et pour ça, il faut faire des choix. Pour ça, il faut changer des choses. Bon, alors je vais vous entendre tous et chacun là-dessus parce que c'est un changement de cap majeur pour Québec solidaire. On veut revoir essentiellement parti de gouvernement. Michel, qu'est-ce que vous avez compris de ce que M. Nadeau-Dubois annonçait cette semaine? D'abord, des changements importants à l'interne de Québec solidaire. Toute la notion du porte-parole masculin, du porte-parole féminin, il y a deux choses là-dedans. Il y a porte-parole et il y a d'en avoir deux. Ça, je suis pas sûr que M. Nadeau-Dubois aime ça beaucoup. Il aimerait bien avoir la direction du parti avec un titre de chef et plus de marge de manœuvre. Et qu'est-ce que vous voulez? Les institutions, de toute façon, Force Québec solidaire a fonctionné comme ça. Il y a juste un des deux porte-paroles qui va au débat des chefs. Et le jour venu, si ça arrive, il y aura juste un des deux qui sera premier ministre. Alors, il y en a un des deux qui est plus égal que l'autre. Alors, à un moment donné, ça devient difficile, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il veut revoir dans la plateforme du Québec solidaire qu'on n'a pas beaucoup élagué depuis 1990. Ça fait une centaine de pages, c'est assez brouillon, il y a toutes sortes de choses. Alors, je pense qu'il aimerait avoir la possibilité de décider de quelques priorités, comme on fait normalement dans une élection, et de pas traîner toujours quelque chose qui arrive un peu du champ gauche, là, comme la taxe qu'on a appelée la taxe orange, la taxe sur les gros véhicules, qui lui a fait vraiment très mal au cours de la dernière. OK. Alec, puis ensuite Chantal. Alec, c'est aussi une façon de mettre de côté toute l'affaire, le départ des milices des Sartériens en début de semaine. Là, ça a aidé. Hein?
Bon, d'abord, s'il y a encore des doutes sur l'habileté de politicien de Gabriel Nadeau-Dubois, j'espère qu'ils ont été dissipés cette semaine parce que c'est extrêmement habile ce qu'il a fait. On dit en politique, on essaie de faire du judo avec une crise pour essayer d'en profiter. On a déplacé le centre d'attention qui était lui vers le centre d'attention qui est maintenant le parti politique qu'il doit se renouveler. C'est extrêmement habile comme pour recadrer le débat. C'est un des beaux tours de force que j'ai vus dans les dernières années là, pour un politicien. Ensuite, ce débat-là, il est déjà en cours à Québec solidaire. Depuis le congrès de l'automne à Gatineau, les instances sont déjà en train de réfléchir à améliorer le fonctionnement, la réactivité, l'écart entre le caucus de députés et les membres. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de peu plus réactif? Tout ça est en train d'être étudié, revoir la plateforme, élaguer certaines choses. Donc, lui, il met tout son poids parce qu'il sait qu'on est en train de réfléchir chez les militants à ces questions-là. Ça fait le tour du Québec et on va, entre autres, à Jonquière, à la fin du mois de mai, en parler davantage. Donc, lui, il met le pied sur l'accélérateur de quelque chose qui était commencé. Et la preuve, c'est qu'une partie des membres qui sont conscients de ça, ils n'ont pas choisi Émilie Lessard-Terrien l'automne dernier uniquement parce qu'elle était de l'aile plus idéaliste. C'était aussi une femme des régions. Et bien des militants sont conscients que pour être éventuellement au gouvernement, ou du moins faire une percée significative, ça va prendre des circonscriptions en région et que ça prend un discours adapté. Gabriel Nadeau-Dubois a beaucoup de qualités, je viens d'en nommer quelques-unes, là, mais il fait quand même gars de Montréal. Alors, d'avoir quelqu'un des régions, ça nuisait pas et les membres y ont réfléchi. Donc, ils ne sont pas tous déconnectés et idéalistes. Maintenant, quelle proportion est l'un et l'autre? Est-ce que ça va créer un schisme? Est-ce que ça va être difficile? Ça va être à suivre. Chantal, le mot de la fin là-dessus. C'est aussi un pari pour M. Gabriel, pour M. Nadeau-Dubois, non? Absolument. Je voudrais dire d'abord qu'on peut être connecté et idéaliste. L'un n'est pas le contraire de l'autre, si on a la moindre croyance en la politique au sens plus noble. Mais les partis qui partent de fondements idéologiques ont toujours de la difficulté à faire la transition de mouvement à parti et la réussissent rarement. Est-ce que quelqu'un se souvient que Preston Manning, quand il est arrivé au Parlement fédéral avec une grosse cohorte de députés, s'assoyait dans la deuxième rangée pour pas avoir l'air d'un chef? Ça a duré pas très longtemps, mais c'était quand même cette même idée de porte-parole, c'est pas le chef et tout est pas centré autour de lui. Est-ce que quelqu'un se souvient des débats du NPD après la vague orange pour enlever le mot socialiste du programme qu'il définissait et combien de militants se sont déchirés la chemise sur ce mot qu'on allait finalement abandonner? Tout ça pour dire que c'est une chose de dire il faut être plus pragmatique parce que si on veut avoir des changements qu'on espère, il faut se lancer avec un programme auquel des gens vont adhérer, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire quand on a une base militante qui se voit encore comme un mouvement assez pur. Et on va voir ce qu'ils vont dire d'ici la fin du mois de mai. Congrès à la fin du mois de mai. Alex, Chantal, Michel, c'est tout le temps qu'on avait. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.